Bonjour à toutes et à tous réunis à ce cinquième forum international sur la drépanocytose. Merci à l'ONG Drep Afrique pour cette occasion qu'elle nous donne de parler des indications de la transfusion des globules rouges chez le drépanocytaire en Afrique. Cette question a été traitée par le professeur Dapa Diallo et moi-même et en deux volets. D'abord, nous avons abordé les modalités de la transfusion des globules rouges avec leurs différentes indications. Et ensuite, nous avons parlé des difficultés qu'on retrouve en Afrique concernant la transfusion des concentrés de globules rouges. Voilà, donc, la transfusion de globules rouges a pour but de corriger un déficit oxyphorique chez le patient. Chez le drépanocytaire, elle peut être décidée pour réduire la fraction du composant hémoglobinique anormal, notamment l'hémoglobine S. En pratique, les modalités de cet acte varient selon les indications et on distingue la transfusion ponctuelle de globules rouges qui est la transfusion simple, l'échange transfusionnel ponctuel qui est curatif et l'échange transfusionnel au long cours dans un but préventif. Je disais, la transfusion simple est réservée aux patients ayant un taux d'hémoglobine bas, généralement inférieur à 6 grammes par décilitre, et ou présentant des signes d'intolérance de l'anémie. Son but est de corriger une hypoxie tissulaire. Chez les drépanocytaires, on a recours à ce type de transfusion en cas d'aggravation de son anémie, quelle que soit la cause, généralement lorsqu'on a une baisse du taux d'hémoglobine de 2 grammes par décilitre par rapport à l'hémoglobine de base du patient, et en cas d'état septique grave chez le patient. On transfusera de préférence des concentrés de globules rouges des leucocytés, s'il y en a, phénotypés, résiduels ou étendus dans d'autres systèmes érythrocytaires, et de préférence des produits compatibilisés. Donc, à défaut des concentrés de globules rouges, on aura recours à du sang total isogroupe ABO résidus et qu'on a laissé sédimenter, qu'on utilise dans certains pays, puisque quand on a vu l'enquête de Benoît, on s'est rendu compte que les globules rouges ne sont pas disponibles dans tous les pays. Alors, en général, il ne faut pas dépasser le taux d'hémoglobine de base du patient et après la transfusion du concentré de globules rouges, il faudra faire un contrôle dans les 24 heures qui suivent la transfusion pour vérifier ou évaluer l'efficacité de la transfusion. Il y a également une autre modalité qui est l'échange transfusionnel ponctuel. Ici, l'objectif est de faire baisser le taux d'hémoglobine S à un seuil donné en remplaçant les drépanocytes par les globules rouges contenant de l'hémoglobine A. Ces indications sont les suivantes. On l'utilise dans le contexte d'une crise vaso-occlusive hyperalgique ne cédant pas aux antalgiques majeurs ou devant un accident vasculaire cérébral ou dans un contexte de syndrome thoracique aigu ou de séquestration splénique. On y a recours également dans un contexte d'échec de l'utilisation de l'éthyléphrine dans la prise en charge d'un priapisme chez le patient. On peut recourir également à un échange transfusionnel ponctuel devant un patient qui doit préparer, pour qui on a proposé l'indication d'un acte chirurgical, et également lorsqu'un patient se prépare pour un concours ou à un long voyage. On utilise également l'échange transfusionnel ponctuel pour la prévention des complications au cours du suivi d'un geste drépanocytaire, d'une gestion drépanocytaire. On l'utilise également dans le cas de thrombose vasculaire aiguë chez le patient. Alors, la troisième modalité, c'est l'échange transfusionnel au long cours. Et là, le but est de réduire ou prévenir de nouvelles complications chez le patient. Les indications sont les suivantes. Dans un antécédent d'accident vasculaire cérébral, chez un patient qui a des crises vaso-occlusives répétées ou un syndrome thoracique récidivant, si on ne peut pas utiliser l'hydroxyurée ou bien l'hydroxyurée s'avère inefficace. Et dans le contexte d'ulcère de jambe récidivant, dans un contexte de Doppler transcrânien anormal chez l'enfant et dans les atteintes viscérales chroniques. Alors, ces indications qui sont communes ailleurs peuvent être mises en application à travers un échange transfusionnel chez les patients qui peut être manuel ou bien automatique. Et l'échange automatique, c'est l'érythrophérèse
qu'on connaît. Alors, il consiste à extraire une quantité de sang du patient et à la remplacer par une quantité égale de sang d'un donneur, de préférence un donneur AA. Lorsque l'hémoglobine du patient est inférieure à 9 grammes par décilitre, on peut faire précéder l'échange par une transfusion simple chez le patient. Dans tous les cas, quelle que soit l'indication, quelle que soit la modalité qu'on utilise, il est recommandé de faire une recherche d'anticorps irréguliers avant et après la transfusion chez le patient. Alors, à côté de ces indications qui ne sont pas spécifiques à l'Afrique, il y a des difficultés qu'on rencontre en Afrique concernant l'utilisation des produits sanguins. Et c'est le deuxième volet de notre travail. Et ces difficultés concernent essentiellement l'insuffisance de concentré de globules rouges qui est liée à la réticence de dons de sang par la population. Et dans certains pays, les PSL, les produits sanguins labils, sont cédés moyennant une contribution financière du patient ou une compensation par des dons familiaux. Et cela est dû au fait que dans nos pays, il y a une insuffisance de financement de la transfusion sanguine. Il y a également l'absence de concentré de globules rouges phénotypés, réduisent-qu'elles dans certains pays ou disponibles que sur demande. Et à cela s'ajoute une absence de phénotypage systématique des drépanocytaires. On a également des difficultés à avoir des produits, notamment les concentrés de globules rouges déleucocytés en Afrique. Et les tests de compatibilité ne sont pas systématiques avant la délivrance des concentrés de globules rouges. Il y a également la difficulté liée à la réalisation de la recherche des anticorps irréguliers, comme il a été souligné par les orateurs précédents. Et associé à ça, on n'a pas de panels locaux pour pallier à l'absence ou bien à l'inadéquation des panels importés qui sont également difficiles à avoir dans notre contexte vu les délais d'approvisionnement et le délai de conservation de ces thématiques importées. Et en Afrique également, les patients ne disposent pas d'un dossier transfusionnel, comme l'a dit tout à l'heure le professeur Saliou. Et également, peu de patients drépanocytaires sont vaccinés contre le virus de l'hépatite B. Alors, nous avons fait également une petite enquête dans certains pays pour voir le contexte, pour avoir le contexte d'utilisation des concentrés de globules rouges. On a interrogé nos collègues au Bénin, au Burkina et dans certains pays où on s'est rendu compte que le phénotypage est disponible dans certains pays et pas dans d'autres. Le test de compatibilité, lui, il est pratiqué pratiquement dans tous les pays qu'on a interrogés et aucun pays ne dispose de produits sanguins de CGR déleucocytés. Et le concentré de globules rouges, il n'est pas gratuit dans tous les pays. Concernant l'érythrophérèse, on s'est rendu compte que l'érythrophérèse existe dans certains pays, mais les coûts sont généralement très élevés, sauf au Mali où on s'est rendu compte que le coût était à 5 000 francs, mais cela était dû à la participation, à la subvention des partenaires qui soutiennent la transfusion, qui soutiennent la prise en charge des drépanocytaires dans ces pays. Alors, en résumé, les différentes indications sont les suivantes. Et le concentré de globules rouges est utilisé devant une aggravation de l'anémie, devant une crise vaso-occlusive non contrôlée par l'hydroxyurée ou les antalgiques majeurs, dans un contexte d'accident vasculaire cérébral ou de syndrome thoracique aigu, dans le contexte de séquestration splénique et de séquestration hépatique chez le patient, devant une infection sévère, dans un tableau de défaillance viscérale chronique, de thrombose vasculaire aiguë, de Doppler transcrânien pathologique chez les enfants, de préparation à la chirurgie ou à l'accouchement, de priapisme aigu chez le patient en cas d'échec à l'éthyléphrine et de préparation à un long voyage. Alors, pour conclure, nous avons dit que les indications de la transfusion de concentré de globules rouges chez les drépanocytaires sont nombreuses et réclament des modalités différentes et des mesures de sécurité transfusionnelle. Leur nombre devrait se réduire avec l'avènement des nouvelles thérapeutiques, notamment l'hydroxyurée. En Afrique, au sud du Sahara, les indications ne diffèrent pas de celles retenues ailleurs. Mais la transfusion, dans notre contexte, pose des questions de sécurité et de coût.
Et donc, plusieurs facteurs sont améliorés pour améliorer justement la pratique dans les pays africains au sud du Sahara. Il s'agit notamment de la disponibilité des concentrés de globules rouges et de la qualité des concentrés de globules rouges qu'il faut améliorer, notamment le phénotypage et la déleucocytation. Le coût élevé de l'ilitraphérèse qui est au-dessus des moyens des patients, la RAI qui est peu accessible et peu disponible est due à ce que j'ai déjà évoqué précédemment et que nous avons pensé que la mise en place d'un panel régional d'hématie pourrait favoriser la pratique de la RAI dans nos pays. Je vous remercie de m'avoir écouté, chers congressistes. Je voudrais juste ajouter deux observations majeures dans cet exposé. Merci à Magnan d'avoir fait cet exposé très clairement et précisément. L'observation majeure, c'est les besoins transfusionnels qui ne sont pas couverts, et je dirais à travers cette étude-là, partout. La deuxième observation, c'est des grandes insuffisances pour assurer la sécurité transfusionnelle dont vient de parler les orateurs précédents. Le phénotypage n'est pas systématique, la RAI n'est pas systématique. Alors, ce que je constate, c'est qu'il y a un élément quand même sur lequel il faut s'interroger, c'est que dans les centres où on ne peut pas faire de RAI, on ne peut pas faire de phénotypage, on fait quand même la compatibilité, le test de compatibilité. J'ai envie de poser la question, quelle est l'expérience de ces centres-là qui font la compatibilité en termes d'accidents transfusionnels, même dans des situations où ils ont trouvé quand même une compatibilité. Peut-être que le professeur France Pirel a parlé un peu de ça, si on peut avoir son vécu sur cet aspect-là, et puis en ce moment peut-être agir comme le médecin de santé publique qui est en zone rurale et doit se débrouiller pour prendre en charge 4 méningites avec 2 flacons de chloramphénicol. Voilà, merci de votre attention.